Salut amis brasseurs. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je suis derrière la caméra pour vous présenter mon système de brassage. Pour le moment j'ai pas encore testé, donc c'est vraiment un pré-vidéo on va dire. Je vais la publier et j'aurai certainement toujours pas testé le système, mais j'ai quand même fait aujourd'hui les différents tests et donc je vais vous faire un petit retour sur mes différents tests. Donc c'est un système qui est piloté par un Craft Beer Pi on va dire plutôt. Donc c'est un Raspberry Pi avec beaucoup de nappes, donc beaucoup de fils, donc beaucoup trop en fait. Donc ça c'est une erreur, j'ai eu la flemme d'enlever et ressouder les fils, mais en fait on pourrait réduire largement le nombre de fils puisque dedans il y a juste le Craft Beer Pi, le Raspberry Pi pardon, et les trois capteurs, enfin cartes de contrôle de la température, je vais y arriver, de récupération de la température, donc tout simplement pour les sondes PT100, donc vous en voyez une ici. Donc là c'est donc le boîtier, donc voilà, c'est un boîtier que j'ai acheté sur AliExpress transparent, c'est pour voir ce qui se passe et voir que la diode est bien allumée, donc c'est quand même assez pratique tout en étant parfaitement sécurisé. Derrière vous avez le boîtier de puissance, donc ça c'est le boîtier de contrôle de puissance. Donc dedans vous retrouvez une carte double relais qui va contrôler le frigo et le tapis chauffant, et trois actionneurs de puissance, donc là j'ai plus le nom exact, mais ça permet tout simplement de gérer la puissance un peu comme des relais, mais sauf qu'on peut les éteindre et les allumer beaucoup de fois par seconde. Au-dessus, on va retrouver tout ce qui est, donc beaucoup de fils encore une fois. Donc voilà, je suis pas électricien et donc c'est un peu le bordel. C'est même pas top, j'en suis pas hyper fier, c'est vraiment un peu mis à l'arrache. Voilà. Et donc tout simplement c'est les boîtes de dérivation qui me permet de simplement de relier l'ensemble des câbles au domino. Donc là il y en a un pour le frigo et il y en a un pour mes 3 cuves, et il y en a un autre ici, c'est l'arrivée électrique, tout simplement, qui s'est descratché. Donc là comme c'est en fonctionnement, je vais pas le rescratcher, je vais attendre tout simplement de couper le courant pour pouvoir le rescratcher correctement. Donc l'avantage ici, donc là c'est une caissette à vin que j'ai donc scratché au mur, et j'ai mis tout simplement un panneau transparent, donc ça se découpe avec un cutter, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de gérer la température. Voilà, donc là ce que voir ce qui se passe à l'intérieur, pardon. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai peur de l'augmentation de température due à ça, donc peut-être que je vais faire quelques trous pour pouvoir aérer le tout, mais j'en suis plutôt content en tout cas pour le moment de ce que j'ai pu tester. Donc là c'est ma cuve d'empâtage, donc voilà, donc on la voit ici avec une résistance de 4500 watts, donc c'est une nouvelle cuve que j'ai achetée. Donc voilà, j'ai bricolé un petit truc comme ça pour faire ma recirculation, enfin pour faire pas la recirculation justement mais l'eau froide, mais je vais aussi le faire la recirculation tout simplement en mettant un flexible, enfin en connectant un raccord rapide ici et un flexible. Donc voilà, donc là c'est ma résistance 4500 watts, donc que j'avais déjà. Donc voilà, et la recirculation. Donc la température elle se prend uniquement ici, donc ça fonctionne que si il y a une recirculation. Voilà, autre mesure, ça serait pas hyper précis puisque grosso modo le capteur est là, on est quand même assez loin de l'intérieur de la cuve. Mais l'idée c'est vraiment avec recirculation de bien mesurer la température. Ici j'ai ma cuve d'eau chaude, donc il y a une résistance qui est un peu petite, j'ai testé, ça met du temps. Donc déjà vous allez voir elle est noire, bon ça c'est, je vais vous en parler un petit peu après de ce qui s'est passé. Bon là on est sur une résistance 2500 watts pour une cuve de 75 litres. Donc j'ai plusieurs petits soucis. Bon déjà le capteur de température il est pas génial parce que c'est un doigt de gant avec un système sans doigt de gant, donc c'est un peu dommage. Donc ça il faudrait que je trouve peut-être une solution plus sympa. Et surtout j'avais mis de la pâte thermique et en fait la sonde se fiche dès qu'elle est dans la pâte thermique, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a un truc. Ici j'ai donc une pompe de recirculation qui me permet tout simplement tout simplement c'est mon eau de rinçage, donc ça me permet d'envoyer le rinçage ici. Tout ceci bien sûr, le sparge va se faire avec une magnifique cuve de sparge. Coucou, on me voit. Donc voilà, c'est plutôt sympa, enfin j'ai pas encore testé mais ça a l'air vraiment bien. Donc voilà, et ici il y a la cuve d'ébullition. Donc là je suis en plein test d'ébullition, donc on peut voir que ça y est, donc là je sais pas exactement quelle heure il est, je vais pas la voir, mais en gros j'ai fait un départ à froid jusqu'à la température, donc forcément là j'ai fait en plus une première partie à 75% de puissance, je cherche à me reposer. Donc là on voit que l'ébullition elle est franche, elle est vraiment belle. Il n'y a pas de problème, avec une 6500 watts on a vraiment une très belle ébullition, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on pourrait réduire la puissance.
Donc là, voilà, ma sonde ici, elle sert à rien, on va pas la laisser dedans inutilement. Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait pour éviter que ça soit directement en contact avec le bois, c'est que j'ai mis des petites briques dessus. Hein. Donc j'en ai mis 3 pour chaque cuve. Bon là j'en ai que 2 encore, mais j'en rajoute une pour la cuve d'empâtage, d'eau chaude, pardon. Donc voilà, donc ça c'est ma cuve, mon ancienne cuve d'empâtage que j'ai retransformée en cuve d'ébullition. Voilà, donc tout simplement ça, le passe-paroi au final, je l'utilise pas. Je trouve que c'est mieux comme ça, parce qu'en fait on peut mettre vraiment le flexible que l'on veut qui va jusqu'au bout. La différence, c'est que maintenant j'ai équipé toutes mes cuves d'un manteau d'isolation. Donc celle-ci, elle avait déjà un manteau d'isolation autour, pas sur le dessus. Donc c'est toujours le cas, hein, puisqu'en fait, pendant l'ébullition, on va pas laisser comme ça. Donc là, je vais juste faire un petit cut pour couper l'ébullition. Hein, donc hop. Donc me revoilà. Alors donc j'ai coupé et j'ai coupé l'ébullition. Bon, ça s'arrête instantanément. Donc là, pas de surprise. Donc voilà, donc comme je disais, l'ébullition était franche et j'ai tout mis avec des manteaux d'isolant. Alors ça a plusieurs intérêts, hein. Bon, déjà ça permet d'optimiser tout simplement de monter en température beaucoup plus rapidement avec un manteau d'isolation. Ça permet aussi de ne pas se brûler quand on touche, hein. Vous voyez, je peux toucher, maintenir à chaud contre une cuve d'eau bouillante, hein. Il y a quand même 60 litres dedans. Et pour les autres cuves, j'ai carrément mis aussi au-dessus, hein. Donc c'est simplement, je les coupe au cutter et j'ai les posé dessus, hein. J'ai fait pareil ici, donc là il y avait juste une petite découpe à cet endroit là. Donc voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas repris le thermomètre, hein. Donc, honnêtement ça sert pas énormément. Là au final j'ai fait moi-même le trou. Là j'ai fait pareil, là ce thermomètre il est vraiment trop gros, et puis pour mettre un manteau d'isolation c'est un peu une galère. Donc vraiment, j'ai choisi de garder comme ça. Donc déjà, moi, à première vue, sans avoir vraiment utilisé, pour le moment, j'ai vraiment fait le test de monter en température, empâtage avec maintien pour vérifier tous mes outils que ça fonctionne bien. J'ai fait le test ici pour l'empâtage, l'ébullition. Donc pareil, ça monte bien en ébullition. Alors, j'ai pas fait un départ à 70 degrés, j'ai fait un départ à 20 degrés, donc température froide, et j'ai mis environ 50 minutes pour monter en ébullition. Donc voilà, sachant que j'ai fait 25 premières minutes à 75%. Hein. J'aurais dû démarrer à 100%, ça aurait été plus simple. Et voilà, et dans les améliorations de mon système, bon déjà j'aimerais bien avoir des câbles un peu plus professionnels, hein, parce que là vraiment ça part un peu dans tous les sens. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des prises comme ça, hein, donc tout simplement des prises 32 ampères. Donc là j'ai pris des Legrand, j'avais aussi des marques chinoises, donc là c'est ça hein, que j'avais trouvé. Et vraiment clairement la différence de qualité d'assemblage est vraiment nettement différente. Vraiment j'hésiterai pas du tout à reprendre les prises Legrand, même si bon c'est vrai ça vaut 15 € de pièce. On peut peut-être les trouver un peu moins cher, alors que ça doit valoir, les prises chinoises doivent valoir 2 € ou 3 €, j'en sais rien. Enfin c'est rien à voir au niveau du tarif, hein. Mais vraiment les prises chinoises on les bouge. On entend, enfin non on l'entend pas, mais enfin les autres, l'autre, la prise mâle, c'est la prise mâle, la prise femelle, quand on la bouge, on l'entend bouger. Enfin c'est un petit peu problématique. À ce niveau-là, donc là j'ai vraiment, ce qui j'aime bien, c'est le fait que ce soit transparent. Comme je dis, je vais certainement mettre des trous, puisque au départ quand j'étais à 75%, tout simplement ça chauffait fort ici. Donc là le fait d'avoir baissé, ça va vachement améliorer les choses, je pense. L'autre chose qu'il faudrait que je fasse améliorer, c'est le doigt de gant ici. Là, trouver vraiment pour mettre la sonde de température directement dedans, mais c'est pas hyper grave, hein, puisque c'est pas ma cuve d'empâtage, c'est vraiment ma cuve d'eau chaude. Alors voilà, j'ai pris j'ai pris un bidon d'huile en fait de chez Polsinelli, hein, parce qu'ils sont moins chers. Je sais pas si j'ai bien fait. C'est vrai que le défaut c'est qu'il n'y a pas de poignée, donc j'avais pas trop fait attention à ça. Voilà, maintenant ça fait le job, hein, voilà. L'autre truc qu'il faut que j'améliore ici, c'est au niveau... ici, il y a une fuite que j'ai pas sur les autres. Donc, en fait, je crois que, de souvenir, j'ai mis ça, la graisse de silicone, hein, pour ne pas avoir à mettre du PTFE pour aller plus vite. Bon, du coup, je vais remettre du PTFE. Je pense qu'avec la température, même s'ils disent bien que ça monte à 220 degrés, que c'est alimentaire, tout ça, tout ce qu'on veut, à 220 degrés, à 60 degrés, ça fuit. Bon, pas une grosse fuite, hein, mais une fuite suffisante. Alors après, peut-être que aussi, ça s'était peut-être dévissé, j'en sais rien, mais pourtant ça a l'air bien vissé. Donc je vais le dévisser et je remettrai du joint PTFE. Dans les axes d'amélioration, ici, c'est vraiment des interrupteurs pour pouvoir commander chaque prise. En gros, je peux les commander avec l'application, donc ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème avec ça, ça fonctionne plutôt bien.
mais je peux pas les éteindre de façon forcée, une marche forcée en fait. Hein. Ce qui m'est arrivé hier quand j'ai testé cette cuve, c'est après l'avoir vidée, donc j'avais bien éteint dans l'application. Puis certainement j'ai dû regarder l'application et j'ai dû cliquer par erreur dessus. Et il s'est passé que ça a chauffé bien fort la résistance sans eau. Donc là du coup j'ai pas trop fait attention sur le coup, je suis redescendu vérifier. Et puis j'ai vu une grosse lumière rouge, hein, la cuve était là à la place de la cuve d'empattage. Une grosse lumière rouge au plafond, au début je croyais que c'était, j'avais toutes les lumières éteintes, je croyais que c'était la lumière là-bas, et du coup j'ai vu un point rouge allumé ici, en effet, hein, j'avais ma cuve dans... Donc voilà, quand ça s'allume on voit les petites diodes rouges s'allumer, donc ça c'est vachement cool. Mais du coup je me suis pas plus sur le coup, je me suis pas dit bon bah il y a un problème, non, je me suis dit, mais par contre j'ai vu de suite la résistance rouge, et là j'ai dit il y a un problème. Donc à ce moment-là, j'ai pas eu le choix, hein, j'ai tout éteint. Enfin, j'ai disjoncté le disjoncteur et j'ai arrosé ma résistance pour la refroidir le plus vite. Hein. Il y avait quand même de la fumée, un peu de fumée partout dans l'air environnant. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est nettoyer ma sonde. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai mis du pâte thermique pour me dire, bon, comme ça va bien marcher. Et en fait, la PT100, quand je mets la pâte thermique et quand elle est au contact, elle donne plus aucune information au niveau de l'application, elle ne bouge plus. Donc, je sais pas si elle donne une information pourrie, je sais pas si c'est qu'il y a un contact avec un métal ou je sais pas quoi, parce que là je sais pas ce problème sur ces sondes là. Alors après cette sonde là elle est avec du joint PTFE autour, donc du coup elle est peut-être isolée thermiquement, je sais pas. Mais bon, une fois qu'il y a le liquide dedans, elle devrait plus fonctionner aussi. Enfin je sais pas trop ce qui se passe, j'arrive pas trop à me l'expliquer. Mais en tout cas, faut que j'enlève cette pâte thermique parce que ça n'a pas l'air de marcher. J'en ai mis un paquet dedans, donc j'arrive pas trop à l'enlever. Enfin pour le moment je vais pas essayer encore avec un coton-tige, c'est ce que je vais faire pour enlever la pâte thermique. Voilà, c'est un peu les aléas. Donc voilà, j'ai dû installer mes cuves comme ça, pareil, parce que même si j'ai prévu 3 mètres de câble, hein, vous voyez, pour mes sons, ça arrive jusque là maximum, et là vraiment c'est le maxi du maxi. Donc, au départ, je voulais mettre mon eau chaude, mon empâtage et mon ébu. Au final, je vais faire l'inverse exactement, eau chaude, empâtage et ébullition ici. Ce qu'il faudra que je fasse à terme, parce que là aujourd'hui tout est évacué par cette petite, ce petit ventilateur qu'on voit, donc qui je crois, je sais plus, c'est en 150 m3/h, un truc comme ça, donc c'est pas énorme du tout en réalité. En fait ça va être de mettre des hottes, 2 hottes ou une hotte, je sais pas trop encore, au-dessus, qui va permettre vraiment d'évacuer un maximum d'air, et donc je le ferai passer par le même trou. Hein. Donc voilà, donc une hotte où je débarrasserai de tout filtre, hein. Le but c'est vraiment d'évacuer au maximum la vapeur d'eau, pour tout simplement ça enfume pas la pièce. On est quand même sur des 60 litres en ébullition, ça fait vite quand même beaucoup de vapeur. Pour revenir sur mes isolants là, c'est tout simplement des tapis de gym. Alors on peut trouver différents tapis de gym, hein. Vous avez les premiers prix chez Decathlon, donc en fait c'est ceux-là, hein, simplement. Alors le problème c'est qu'il est assez épais et au final il doit être pas mal, mais moi j'ai préféré, bon déjà ils n'en avaient pas de dispo quand j'avais été acheté la première fois, j'avais préféré ceux-là qui sont plus fins et plus faciles à travailler. Alors ils sont un peu plus chers, hein, peut-être que triple de prix je pense, un truc comme ça, hein, je sais plus exactement, c'est vrai que les autres sont à 2,50 €, je crois, le noir. Donc celui-là il est plus cher, je sais plus, peut-être il a 5, non peut-être pas le triple, mais il doit être à 5 ou 7 €, c'est le premier prix je crois, pour faire du yoga ou je sais pas trop. Donc voilà, mais je trouve que là il est vachement plus efficace, vachement plus intéressant d'utiliser comme ça que pour faire du yoga. Mais et donc découpés, en plus ils sont assez jolis. Bon sur la grande cuve j'ai dû faire un rajout ici, il faudra peut-être que je resserre un peu. Ce que j'ai fait la première fois, je l'avais scotché, hein, pour celui-ci. Donc ça c'est une très mauvaise idée, ça marche pas du tout. La solution encore une fois c'est le scratch, hein. Donc en fait il faut acheter du scratch sous ce format là, hein, voilà, et en mettre vraiment tout le long. Et scratcher, en mettre un premier et mettre les deux bandes, soit on met les deux bandes ensemble, on scratch le premier et on colle le second, mais le mieux c'est quand même de les coller séparément, donc coller plusieurs, hein, de voir à peu près où ça va tomber, coller les bandes séparément, attendre bien que ça sèche, je sais pas, 24 heures on va dire, et après bien les scratcher, parce que sinon la colle peut jouer tant qu'elle n'a pas vraiment séché. Donc moi vraiment ce que je vous recommande c'est de coller le tout bien sérieusement. Donc là, vous voyez, mon installation, donc elle est composée de 3 cuves avec des pompes. Hein. En parlant des pompes, hein, donc ça c'est des pompes chinoises en plastique magnétique, donc elles n'auront pas non plus une super espérance de vie. Ce que je fais, c'est que j'ai 3 pompes, donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir. Je peux pas toutes les changer, hein, donc surtout que j'ai fait le choix de ne pas avoir de robinet. En gros,
j'allais l'ouvrir celui-là alors qu'il y a l'eau bouillante dedans. En gros, donc, sauf celle-ci qui est vissée, hein, celle-ci on peut pas l'enlever, mais c'est pas une cuve. Quand c'est une cuve d'eau, elle n'a pas à nettoyer. Hein, je veux dire, je la vide et puis c'est tout. Hein, c'est que de l'eau qu'il y a dedans. De temps en temps, peut-être que je le nettoierai, mais elle n'a pas de nettoyage spécial. Par contre, celles-ci, elles ont un nettoyage complet. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai installé des raccords rapides et ça me permet de nettoyer ma cuve facilement en enlevant tout ce qui est électronique. Hein, donc voilà. Attendez. Voilà, c'est vachement pratique. Donc voilà, donc je la remets comme ça, et là c'est exactement pareil. Donc je peux pas les enlever, je peux pas enlever la pompe comme ça. Enfin, je pourrais la dévisser si vraiment il y avait une urgence. Bon, après on peut recoller notre pompe derrière. Après moi j'ai toujours un stock de pompes supplémentaires, donc j'ai une pompe en plus qui d'ailleurs je me fous un peu, et j'en ai une autre qui est là. Donc là c'est ma pompe vraiment de bien meilleure qualité, hein, donc qui est en métal, bon à part le corps en plastique là, mais le reste en métal, l'intérieur c'est en métal. Elle est vraiment de bien meilleure qualité. Tout ça, c'est des pompes qui supportent l'ébullition sans problème. Donc voilà, donc là, le principe ici, c'est que je mets un flexible ici. Donc là, vous voyez, c'est mon installation que j'ai mis là qu'il faut que j'améliore, que j'avais testé. Donc l'idée, c'est de mettre un tuyau comme ça, qui est un peu plus isolant en température que le silicone. Le silicone, il a tendance vraiment à devenir très très souple. Donc voilà, il faut trouver des tuyaux de toute façon qui supportent les eaux chaudes. Alors là, on va être sur du 60-70 degrés, on ne sera pas sur du 100 degrés. Après, bon, pour les transferts, moi j'utilise du silicone non renforcé, hein. Vraiment faire du silicone classique, quoi, qui a tendance à se plier un peu, devient plus souple avec la chaleur pour quand c'est en ébullition. Bon, après, voilà, parce qu'en ébullition, ce que je fais, c'est que là j'ai le système j'injecte sur mon refroidisseur et ça revient ici. Donc là, comme le refroidisseur il est connecté, forcément, c'est le tuyau reçoit de l'eau bouillante. Hein. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis, etc. Je vérifie tout ça. Bon, après, comme c'est injecté, il y a quand même la pression du liquide qui est dedans. Donc voilà, que dire de plus sur ce système, hein. Bon, déjà, c'est que j'espère rapidement pouvoir brasser une bière. Ah oui, si, toujours sur les pompes. Hein. Un point important que j'ai oublié, c'est que j'ai pas mis de filtre, en fait, hein, nulle part. Hein. Donc, pour simplement, alors je sais pas si je vais là, vous voyez, j'ai plein de petits... Voilà, j'avais acheté des filtres comme ça. D'ailleurs, je l'ai même pas vraiment bien nettoyé. On voit, il est bien... Il est plein de saloperies encore, hein. Je pensais l'avoir rincé, mais apparemment non, ou alors ça a été mal rincé. Et en fait, ça se bouche de suite, hein, ce genre de truc. Et je l'avais mis bien sûr avant ma pompe, hein, ce qui est logique. Et donc, du coup, je ne pouvais pas le remplacer en cours de route. Hein. En plus, ça a tendance à être chaud, c'est ça qui est bien. Donc, du coup, pour la recirculation et donc l'homogénéisation de la température et la prise de température, c'est pas du tout efficace. Hein. Donc tout simplement, vraiment, je pense qu'il faut abandonner l'idée de filtre. Après, on peut mettre des filtres de ce type-là. Moi, j'ai pas le bon, mais c'est du plastique, etc. Et tous ne supportent pas. Enfin, ça supporte. Je sais pas à quelle température, je me rappelle plus de la température que ça supporte. Mais en tout cas, c'est sûr, ça supporte pas l'ébullition. Donc voilà. Par contre, ça peut être mis après le filtre, le refroidisseur à contre-courant. Ou alors si vous avez refroidi le liquide, voilà. Bon là, je crois que ça supporte les températures quand même d'empattage, hein, donc normalement ça doit le faire. Donc on peut mettre ce genre de filtre parce qu'ils sont démontables, hein. Juste le mettre bien après le robinet. Vous voyez, donc toute ma complexité, c'est quand mon robinet il est là. Après je pourrais mettre après la pompe un autre système, etc. Voilà. Donc voilà, après donc le sparge, donc là je voulais montrer la petite cassette de sparge, donc ça c'est vraiment cool, hein. Donc ça c'est un truc, ça se met comme ça en fait. Bon là bien sûr, hop, je vais pas prendre... C'est pas le bon exemple. Hop. Oui, forcément, avec la caméra dans la main, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc en fait, ça se met comme ça et ça fait un petit puits d'eau au-dessus. Hein. Donc tout simplement, j'ai encore jamais testé avec le tapis et donc ça permet vraiment d'assurer. Donc l'idée, c'est vraiment de le mettre que pour l'eau, hein. Jamais pour la bière en empattage, hein, parce que ça sera un coup à l'oxyder ou je sais pas trop. Enfin bref. Moi je fais vraiment la recirculation interne, hein, donc c'est-à-dire que la recirculation je la fais vraiment venir à fleur du liquide de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'oxygénation, hein, vraiment. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'idée, comme je dis, c'est ici on met un flexible, hein, et ça va venir jusqu'au niveau donc le flexible on l'adapte à la bonne longueur. Après c'est pas grave qu'il aille un peu plus bas, hein, et on ouvre de temps en temps pour mélanger. Voilà. Et de ce côté-là, là, il n'y a pas de recirculation dans le cadre de l'ébullition. C'est un ancien système. Hein. Je pourrais le débrancher. Surtout, il faudrait que je mette des bouchons en fait, hein, pour pouvoir garder ma cuve telle quelle. Après, ça peut être utile, hein, notamment quand je remplis ma cuve
d'eau, hein. Bon là, en l'occurrence il n'y a pas besoin, mais pour le nettoyage, donc c'est pour ça que je vais le laisser. Ça permet de brancher tout simplement de l'eau pour la remplir, pour la nettoyer. Puisqu'après, idéalement, le top pour ces cuves, c'est de ne pas les déplacer, hein, parce que je peux les déplacer dans mon évier que j'ai construit. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein. Donc c'est vrai que pour la cuve début, c'est pas trop gênant, on peut la nettoyer assez facilement. La cuve d'empâtage, c'est mort, hein, voilà. Après, un petit mot rapide, si toutefois je le vois dans les parages, j'espère bientôt tester mon nouveau filtre à houblon, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment hyper cool, hein. Donc ça c'est un Mark Greenfather ou Mangrove Jack, hein, qui est la même marque apparemment. Donc voilà, et qui est donc plus épais en fait, hein, enfin la grille est clairement plus épaisse. De toute façon, on peut mettre deux l'un à côté de l'autre, hein. Voilà, si on met l'un à côté de l'autre, on voit bien que l'un est beaucoup plus fin, hein. Là on voit que ça a tendance à se... Voilà, on voit que la grille est beaucoup plus fine ici. Si je le casse aussi, que celui-là. Donc là, il n'y a pas de souci. Au niveau du poids, il est beaucoup plus lourd. Enfin, voilà, il est vraiment, au niveau qualitatif, il est beaucoup plus qualitatif. Enfin, on peut comprendre que ça vaut le double de prix, hein. Donc ça, c'est pas du tout illogique en soi. Je trouve que vraiment, il est cher, hein, celui-là. Je sais plus, c'est 40 ou 50 euros. Encore ça, c'est 20 ou 25 euros. Mais je pense vraiment que ça se justifie, en fait, hein. Voilà. Après, dans les autres erreurs que j'ai faites, quand j'ai commandé ma cuve, j'ai commandé une règle et c'était pas très clair le fait que cette règle soit dédiée en fait à la bonne dimension. Voilà. Enfin, que ce soit pour quelle cuve c'était. Donc j'ai acheté celle-ci en faisant la 70, ça doit être ça. Et en fait, on peut voir que c'est pas du tout ça, hein, parce que là on voit qu'elle va jusqu'à 55 litres. Or c'est des cuves de 75. Donc j'ai pas du tout la bonne règle, hein. Donc voilà. Bon, du coup j'ai une règle qui me sert à rien. Voilà, c'est une belle règle. Voilà, bon, c'est une vidéo, désolé, qui est un peu longue, qui est no cut. Enfin, je vais pas couper, je vais faire aucun coupage dessus, hein. J'ai pas vraiment le temps d'une part, et puis d'autre part, ça permet vraiment de parler en blanc, on va dire. J'espère quand même que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Si vous avez des conseils à me donner pour les films, moi je les veux bien. C'est vraiment la galère. Tiens, si j'ai un dernier truc, c'est à ce niveau-là. Moi, j'aimerais bien pouvoir débrancher ça et ça facilement. Donc pouvoir gérer mes unités séparément les unes des autres. Et donc j'aimerais pouvoir trouver un moyen de mettre des connecteurs. Donc là, idéalement, j'ai pas encore trop cherché, hein, mais j'aimerais avoir un connecteur pour ma nappe. En gros, ça serait un connecteur avec mon nombre de fils, plus ou moins, 1, 2, 3, je sais pas, il y aura une dizaine de fils, et pouvoir avoir le connecteur mâle-femelle. Je me dis peut-être des connecteurs style PC, style port série, etc. Comme ça, je le mets d'un côté. Il y a juste une nappe avec mon port série, puis de l'autre côté, j'ai mon autre port série de l'autre côté. Ça pourrait le fonctionner, hein. Je pense que ça serait peut-être la solution. Acheter des ports série ordinateur mâle et femelle, c'est certainement même la solution. Ou style Presperitel, enfin voilà, un truc comme ça. Bon, mais après, je suis sûr qu'il existe des connecteurs adaptés et plus modernes pour ce genre de choses. Donc si vous avez ça, vous pouvez me conseiller là-dessus, ça serait cool. Voilà, pareil sur le positionnement des câbles. En fait, je pense que mon erreur, c'est mes câbles, il vaudrait mieux qu'ils sortent tous par le même trou et pas par 6 trous différents. Ça serait quand même plus simple au final. Donc voilà, peut-être que je recablerai le tout pour faire un truc plus propre. Et donc dans ce cas-là, je pense que je referai partir tous mes câbles par le même endroit. Ça sera plus simple. Et ça me permettrait de mettre tout dans une gaine. Là, je peux pas du tout parce que ça part pas du tout par le même endroit. Et donc j'ai largement la place de mettre tous mes câbles, hein. Au début, j'ai fait des gros trous pour passer les câbles comme ça, donc ce serait peut-être mieux de repasser tout en gros câbles. Et au passage, je vais upgrader mon fil parce que là on part sur un 2.5 et je pense que je vais repartir sur du 6 carrés partout. Comme ça je serai tranquille, il faudra juste que je rachète une nappe 6 carrés comme ça. L'autre truc qui pourrait être pas mal, c'est de prévoir en fait des prises murales pour ça en fait, hein, tout simplement, de sorte à avoir... donc là je les ai fait courtes, hein, pour pouvoir nettoyer facilement mes cuves, hein, ça c'est volontaire. Et l'idée, ça serait d'avoir en fait une courte, ici une prise femelle au mur, hein, et d'avoir une rallonge qui fasse tout simplement non c'est femelle ça, femelle et mâle d'un côté, donc une rallonge classique, hein, et tout simplement donc je viendrais connecter dans mon mur, etc. Ce qui me permettrait de ranger mes câbles une fois que j'ai terminé, parce que là aujourd'hui, je peux avoir un range-câble sur le mur, mais c'est tout ce que je peux avoir. Et vidéo 2, quand je déplace mes blocs là, que ce soit plus simple aussi. Donc vraiment pouvoir déplacer plus facilement mes boîtes de dérivation, ça serait mieux.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de matériel, enfin si vous avez des questions sur le matériel utilisé, etc. Je vous ferai un retour lors d'un prochain brassin. Je pense que je vais faire une Lager, utiliser mon nouveau frigo et mon nouveau contrôle-chambre de température. Parce que là, cette fois, je peux enfin gérer correctement la température de mon fermenteur. Au passage, il ne loge pas dans ce frigo, hein. Le frigo, je peux pas le fermer. Donc, sans les trucs en bois en dessous, ça passait. Je sais pas pourquoi ça passe plus. Peut-être qu'il est légèrement plus proche de la porte. Je sais pas trop. J'ai pas trop compris. Donc voilà. Donc là, je suis obligé de mettre un objet pour fermer le frigo, pour le maintenir fermé. Alors, c'est pas grave, hein, il manque 5 mm, 1 cm, 5 mm, entre 5 cm et 1 mm, pour que vraiment tout loge. Donc, c'est vraiment dommage. Hein, c'est vraiment à peu de choses près, ça logeait. Mais voilà, c'est le frigo le plus grand que j'ai trouvé. Hein, vous voyez, quand même, il est quand même assez haut. On pourrait. Si j'étais en seau, je pourrais vraiment mettre 3 ou 4 seaux, enfin 3 seaux c'est sûr facilement de bière, hein, donc je pourrais faire 75 litres, enfin au moins 60-70 litres, ouais 70 litres facilement dedans. Et là je peux pas, avec ça je peux faire 52 litres max, et encore quand on met 52 litres ça a tendance, s'il y a beaucoup de mousse à déborder, donc voilà. Allez, à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.